Ok, alors j'essaie de faire ça en français. Donc là, ce sont en fait... Alors voilà, j'explique. Déjà, si tu n'as pas vu les précédentes vidéos que j'ai fait une playlist qui est dédiée en fait à, enfin pas qui est dédiée à cet effet, mais où je parle en fait parce que j'ai décidé de faire une série de vidéos qui sont attraits donc plutôt à la psychologie et notamment à la manipulation et à l'addiction. Enfin bon, je vais essayer de pouvoir aborder tout un tas de thèmes. Donc je mettrai en barre d'infos tous les liens que je mentionne ou si tu souhaites aller plus loin. Et j'ai fait des vidéos dans un ordre spécifique, en fait je les ai pensées là dans un ordre spécifique. Donc si tu veux vraiment comprendre toutes les subtilités et aller un peu plus loin, je te conseille vivement d'aller déjà regarder ce que j'ai pu faire par le passé et ensuite de voir ça. Mais t'as pas besoin de voir les autres pour comprendre ça, c'est pas des choses, c'est pas voilà, comme une suite de films où si t'as pas compris le premier tu comprendras rien à ça. Mais je pense que ça permettra de mettre un petit peu plus en perspective. En tout cas là je vais essayer d'aller en fait à travers voilà, des petits exemples sur 12 mots importants à connaître quand on est en proie malheureusement à des personnes qui sont manipulatrices ou vraiment narcissiques, pour voilà, ne pas dire autre chose. Psychotique, enfin bon voilà, pour des gens qui sont pas très équilibrés dans leur tête. Et donc là en fait j'ai tout simplement voulu déjà un petit peu vulgariser des termes qui sont très utilisés dans les pays anglo-saxons, notamment américains, et qui malheureusement ne sont pas très démocratisés, ni même ne font pas partie du jargon déjà psychologique français, puisque ce n'est pas français, ce ne sont pas des termes français, mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus être utilisées par des thérapeutes ou des personnes qui sont donc habilitées à traiter tout ce qui est d'ordre psychologique et mental et émotionnel. Donc je voulais un petit peu faire le point par rapport à ces choses-là pour que vous puissiez peut-être avoir plus d'informations si ça vous intéresse, parce que même si peut-être que le sujet en lui-même ne vous touche pas directement, je trouve que c'est toujours une bonne chose personnellement de s'éduquer et d'apprendre pour pouvoir potentiellement aider des personnes et surtout voir des schémas ou repérer ça se dit des patterns de comportement qui sont pas sains en fait, et pour voir si une personne est dans une dynamique ou dans une relation en proie avec quelqu'un qui est pas forcément très équilibré. Donc dans tous les cas, voilà, quelle que soit ta démarche, moi je donne l'info et c'est tout. Petit disclaimer, je ne suis évidemment pas thérapeute, je ne suis pas habilitée à fournir des conseils d'ordre légal, juridique ou de toute autre forme que ce soit. Ceci n'est qu'à titre informatif et éducatif. Si tu souhaites demander de l'aide, je te conseille de te tourner vers un psychothérapeute agréé par l'État, ou en tout cas de faire des recherches et d'aller plus loin. Pareil au niveau des diagnostics, on ne se diagnostique pas, on ne s'auto-diagnostique pas, on ne diagnostique pas les gens. On va voir si on a vraiment des doutes, un véritable thérapeute réputé et voilà, qui pourra poser des diagnostics, on va dire légaux, mais ne va pas commencer à te dire ah punaise c'est moi, ou ah punaise je vis avec un narcissique, quelqu'un de narcissique, un manipulateur ou une manipulatrice. Voilà, il faut quand même prendre les choses avec un grain de sel et aussi tout ce que je dis, ne prends pas ça pour argent comptant, c'est pas la vérité absolue, ce sont que voilà, des infos que je donne et ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Cela étant dit, on peut y aller. Alors, on va commencer déjà par mettre en place, alors pour vraiment, on va ressortir ça tout de suite du chemin. La perversion narcissique, parce que c'est quand même un petit peu relié, donc c'est quelque chose de pathologique et c'est apparenté à une psychose blanche. Pourquoi blanche? Parce que ça ne se voit pas. Donc c'est quand même déjà un trouble du comportement, où on peut dire qui est assez grave, un trouble pathologique de la personnalité qui est assez grave. Donc c'est vraiment quelque chose à part et à une catégorie à part entière que je ne traiterai pas en profondeur, mais il faut savoir que tous les pervers narcissiques, on va dire 99 sur 100 vont utiliser ce genre de technique et vont avoir des réactions et des types de comportements qui sont relatés dans ces mots-clés que je vais aller parcourir avec toi. Donc, le premier mot important, c'est alors en anglais, je vous dis le terme anglais si vous voulez voir la terminologie anglaise et le mot français. Donc, le premier truc, c'est le word salad. Alors, on pourrait dire, moi je traduirais plutôt ça par, imagine un cocktail de mots, donc de verbes, de choses dites. Donc, en fait, donc ce cocktail de mots, ce word salad, cette salade de mots, c'est utilisé par les personnes manipulatrices pour te faire inséminer le doute
doute en toi et commençait à éroder petit à petit ta confiance en toi et ta notion de qui tu es en fait. Donc pour te donner, en fait voilà, c'est une série de mots qui ne sont pas reliés et qui ne font pas sens les uns avec les autres dans le contexte spécifique d'une phrase ou d'un discours, et qui ne vont pas non plus, qui n'ont aucun rapport avec la question ou la conversation initiale. Donc en gros c'est aussi ce que utilise, c'est un petit peu, en fait ce terme vient de la psychiatrie où on va apposer ce terme pour les personnes qui sont schizophréniques en fait, et qui peuvent parfois partir, ils peuvent commencer à parler de quelque chose et puis d'un coup, et puis oui le ciel était bleu, et qui partent dans des délires. Et ben les narcissiques, on va dire les manipulateurs, peuvent avoir des tendances comme ça à partir des trucs qui n'ont rien à voir. Donc dans du concret, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tu rentres de chez belle maman et tu as mangé ton poulet du dimanche après-midi, du dimanche midi plutôt, et là tu es dans la voiture avec madame ou monsieur manipulateur, ami ou conjoint, hein, à remettre dans le contexte. Et là, le manipulateur va dire oui mais tu trouves pas que le poulet il était un peu trop cuit? Et là tu vas dire oh, bah écoute non, non c'était comme d'habitude, ça allait. Et là il va dire et tu te souviens en fait la dernière fois où dans la cuisine t'as laissé le four allumé, et puis l'autre, et puis ah oui il y avait cette fois aussi on était à la plage et t'as oublié de prendre la crème solaire et du coup j'ai eu un coup de soleil et j'ai été malade toute la nuit parce que j'ai eu une insolation, et ils partent dans des délires et toi t'es là et en fait ça n'a aucun sens. C'est des phrases et des longs discours qui n'ont ni queue ni tête, mais qui ont généralement pour but premier de te faire douter de toi et de bien évidemment dire que c'est ta faute, puisqu'avec des manipulateurs 90% du temps c'est toujours ta faute puisqu'ils ne se remettent jamais en question. Donc voilà, le word salad c'est intéressant parce que s'il y a des choses comme ça, tu es avec des gens et ça t'arrive et ça n'a vraiment aucun sens, il n'y a aucune linéarité et surtout aucune logique, il faut se poser des questions parce que c'est pas une façon de communiquer qui est on va dire normale et saine quoi. Voilà. Pourquoi les manipulateurs utilisent la salade de mots comme technique? Pour être sûr d'avoir le mot final, pour avoir le dernier mot évidemment puisqu'ils n'ont jamais tort, pour ne pas perdre la face et garder leur façade de mais je sais tout, monsieur, madame, je sais tout, ça aussi c'est des grands experts là-dedans, et aussi en utilisant et en instillant de l'ambiguïté linguistique dans les mots qu'ils utilisent, ils vont pouvoir en fait accroître le doute que tu as en toi et semer le doute en toi. C'est la principale chose d'ailleurs, la principale raison pour laquelle ils font ça. Et aussi s'ils te connaissent bien et qu'ils sentent que tu es en train d'essayer de pas de te rebeller, mais que voilà, tu veux argumenter et tu n'es pas d'accord avec le ou la narcissiste, moi je dis ça n'existe pas ce mot, mais le ou la manipulatrice, ce qui va se passer c'est que s'ils te connaissent personnellement et qu'ils savent où sont tes faiblesses, ils vont essayer de déclencher en toi des réponses de l'ordre qui vont réveiller ton syndrome de stress post-traumatique ou syndrome de stress post-traumatique complexe. En gros ils vont juste essayer d'appuyer là où ça fait mal pour faire diversion et toi te faire vraiment perdre tes moyens en fait. C'est pour ça qu'ils utilisent aussi cette technique. Le deuxième terme qui n'est pas du tout connu et qui pourtant gagnerait à l'être, c'est le terme des flying monkeys, qui se traduit littéralement par singe volant. Alors ça vient de la référence du Magicien d'Oz, la version avec David Bowie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je te conseille de regarder, c'est un bon film en plus. Donc en fait c'est les flying monkeys dans le film, les singes volants sont envoyés par la méchante sorcière pour aller attaquer en fait l'héroïne principale du film. Et en fait les singes volants, ce sont des personnes que le manipulateur ou la manipulatrice va utiliser comme des outils, comme des marionnettes pour pouvoir à différentes fins. C'est en fonction de la situation, ça va être utilisé généralement en plus malheureusement ce sont des gens qui sont assez proches de toi, amis ou famille ou collègues de travail, et le narcissiste, le manipulateur ou la manipulatrice va utiliser ces personnes pour pouvoir avoir des informations, soit si c'est au travail et que c'est un collègue qui en fait veut te nuire, il va essayer d'envoyer des collègues de bureau savoir ce que tu fais, sur quoi tu travailles, Si c'est personnel ou si c'est dans un cas où tu essaies où tu as peut-être même rompu ou que tu penses à rompre avec cette personne, là il va envoyer des personnes pour savoir ce que tu penses, ce que tu mijotes, et il peut aller très loin jusqu'à même essayer de se faire ami avec tes meilleurs amis pour savoir ce qui se passe, savoir ce qui se dit, et c'est qu'un outil en fait pour pouvoir contrôler tes faits et gestes et savoir ce que tu fais et avoir un coup d'avance sur toi en fait et sur tes agissements et sur ce que tu prépares. C'est aussi
un moyen de... Ah oui, alors l'autre chose que... J'y viendrai plus tard pour ça. Mais alors, c'est qui les singes volants concrètement? Ce sont des personnes qui sont soit sont très naïves et gentilles et ne voient pas ce qui se passe, soit font ce que demande le manipulateur parce qu'en fait eux aussi ont été peut-être élevés par des gens un peu toxiques et pour eux c'est normal, ou dans des cas malheureusement un peu plus courants, c'est qu'en fait le manipulateur ou la manipulatrice va, on va dire, embaucher, hein, c'est une façon de parler, des personnes qui sont elles aussi à un certain degré manipulateurs ou manipulatrices, peut-être pas à son degré à lui, mais des personnes qui se disent en fait, si je l'aide, moi aussi mes intérêts vont peut-être être servis par la suite. C'est un truc un peu d'échange de bons procédés un peu malsain, où ils se disent que s'ils aident, ils vont pouvoir par exemple dans le cadre du travail, s'ils filent un coup de main au manipulateur ou à la manipulatrice, ils vont peut-être aider le manipulateur ou la manipulatrice à accéder peut-être au travail ou à la promotion à laquelle tu aspires, et que si ce manipulateur est promu, eux vont pouvoir aussi être promus. Donc il y a une idée de vouloir aussi servir ses intérêts là-dedans. Ensuite, le troisième terme, c'est un terme plus utilisé déjà dans la psychologie, on va dire francophone. Je bois un peu. La dissonance cognitive. Alors ça, c'est un gros dossier, là je ne vais pas aller dans le détail. En gros, c'est un terme qui est issu d'une théorie de Léon Festinger qui en fait parle de l'incompatibilité qu'il y a entre deux pensées qui t'arriveraient simultanément. Et qui pourrait avoir en fait un impact négatif sur ton comportement ou ta psyché. Donc en gros, c'est deux messages contradictoires qui arrivent en même temps. Donc ça, pour te donner un exemple simple, c'est d'ailleurs quelque chose que pourrait dire un manipulateur ou une manipulatrice, c'est oh, t'es pas assez spontané. Spontanéité, comment tu peux vouloir être spontané? C'est quelque chose, justement, la spontanéité, c'est le fait que ça vient sans qu'on le prévoie, sans qu'on le prépare. Donc il y a déjà une incohérence là-dedans, si tu vois par exemple dans cet exemple. Je voudrais que tu sois plus spontané. Ça, c'est presque une injonction paradoxale en fait. Parce que tu peux pas être spontané si c'est prévu, si c'est prédit. Donc c'est des choses comme ça. C'est un peu cette idée aussi, j'irai plus loin là-dedans parce que ça va aussi avec un autre terme qui est lié, mais tout est lié de toute façon à un contrôle d'ordre mental et psychologique sur autrui, une espèce d'emprise mentale en fait. Tout est fait pour ça, tout va dans ce sens avec les manipulateurs. Donc, voilà, et quelles sont les conséquences de la dissonance cognitive? C'est-à-dire que c'est comme si ouais, tu sais, il y a une partie de toi qui sait que quelque chose ne va pas, mais c'est comme s'il y avait vraiment une fracture qui s'opérait en toi et tu n'arrives plus à trouver ton chemin en fait. Tu es complètement fracturé, dissocié en deux en fait, ou plus. Les conséquences de ça, c'est que inconsciemment, ça va générer des nouveaux... Ah oui, voilà, c'est ça. L'exemple que je peux donner pour ça, parce que donc la conséquence de la dissonance cognitive, c'est qu'inconsciemment, tu vas générer de nouvelles pensées pour compenser pour les premières pensées initiales qui sont généralement des mensonges. Donc en fait, c'est un peu, je sais pas si tu vois le jeu, c'est un jeu avec une tour en bois, ça s'appelle le Jenga, je crois. Et en fait, le but, c'est d'enlever des morceaux de bois sans éviter que tout s'effondre, et celui qui fait effondrer la tour a perdu. Et ben c'est un peu ça la dissonance cognitive. Par exemple, pour donner un exemple simple, tu vis avec un manipulateur ou une manipulatrice et donc le manipulateur t'a juré sur sa vie qu'il arrêtait de fumer. Et il y a 2 semaines, il est rentré à la maison et il puait la cigarette, ou elle puait la cigarette, comme dans le contexte. Et tu t'es dit, et tu lui as demandé, t'as fumé? Là, le manipulateur va dire, mais non, j'étais entouré de gens qui fumaient, j'étais dans un endroit très bondé, il y avait plein de gens et ça fumait, et voilà, c'est pour ça que je sens. Une partie de toi sait que c'est un mensonge. Mais vu que tu veux croire en la bonne bienveillance et surtout en la, comment dit-on, en la bonne, comment dit-on, le mot m'échappe, on va dire en l'honnêteté du manipulateur, tu vas passer sous le tapis. Sauf que 2 semaines plus tard, tu es en train de ranger quelque chose ou de faire le linge, je sais pas, et là tu vois qu'il y a un paquet de cigarettes dans la poche du jean. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, ah, c'est pas possible, il a pas pu mentir. Il a sûrement... Et là, tu commences à trouver un mensonge qui va complémenter le premier mensonge en disant c'est sûrement un de ses amis qui fume qui a dû lui laisser un paquet et il l'a gardé dans la poche.
et tu commences à créer des mensonges et tu nourris des mensonges. En fait, la dissonance cognitive va engendrer une suite de mensonges qui n'en finit plus, en fait, interminable. Voilà, c'est ça un peu. Le quatrième terme, c'est The Scapegoat and the Golden Child. The Golden Boy, là j'ai mis. Donc c'est bouc émissaire et enfant prodige. Alors ça, je veux plutôt le remettre dans le contexte, mais ça peut aussi se rejouer au travail, puisque les dynamiques familiales se rejouent et normalement, enfin généralement aussi dans le domaine professionnel. C'est plutôt dans le contexte de la famille. Il faut savoir que les manipulateurs et manipulatrices ne font pas des enfants par pur acte par philanthropie, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils font soit ça pour être acceptés socialement parce que c'est la norme d'avoir des enfants, et c'est aussi un moyen d'avoir en fait une nourriture affective, émotionnelle à vie, puisque ce sont tes enfants. Donc tu seras lié ils sont liés aux manipulateurs à vie. Donc en fait, il faut aussi comprendre que dans la mentalité, dans la psyché, dans la façon dont se construit une personne avec des traits narcissiques ou pathologiquement, donc comme dans la perversion narcissique, l'enfant est une extension d'eux-mêmes. Donc il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de césure entre toi et le parent narcissique, par exemple, si tu as été élevé par des parents manipulateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de limite, il n'y a pas de frontières psychiques et dans les pires cas physiques. C'est pour ça qu'on peut avoir dans des cas d'inceste et d'abus sexuels, on va le dire clairement, et d'inceste, où on a la deuxième papa, la deuxième maman, parce que le narcissique ou la narcissique, parce qu'il y a aussi des femmes qui font ça, c'est tabou, mais au niveau de l'inceste, des femmes qui sont incestueux, qui ont des actes incestueux et qui sont dans des environnements incestuels avec leurs enfants, des mères qui font ça, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Donc, on va pas rentrer trop dans le dark, je réserve ça pour plus tard. Donc voilà, les vrais dangereux ne mettent pas de frontières avec l'autre. Donc en gros, l'enfant est une extension d'eux-mêmes. Donc tout ce qu'ils méprisent chez eux, puisqu'ils ont une haine au fond d'eux envers eux-mêmes très refoulée mais immense, ils vont inconsciemment aussi détester leurs enfants. Et en même temps les adorer. C'est ça qui est paradoxal, mais ils les adorent quand ils font les choses et quand ils vont dans leur sens. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, plutôt malheureusement. Donc en gros voilà, ils objectifient leurs enfants, ils ne les voient pas comme des êtres vivants mais des extensions d'eux-mêmes, et donc l'enfant va être assigné, les enfants s'il y a plusieurs enfants, on va leur assigner des rôles en fait, ils vont avoir des rôles à jouer, et s'ils ne suivent pas le script de la manipulatrice ou du manipulateur, ils vont être punis ou ils vont être vraiment isolés, en tout cas ils vont prendre cher. Donc c'est souvent dans ces dynamiques-là qu'on a ce qu'on appelle le mouton noir de la famille, le pauvre. Alors lui, il peut être brillant, il peut faire tout ce que tu veux, il n'aura jamais voix au chapitre vis-à-vis de ses parents, ça sera jamais assez. C'est de toute façon, celui-là, ça sera un peu le cassos en gros de la famille, ou celui qui va le rebelle, enfin bon, celui qui rentre pas dans les clous quoi. Et paradoxalement, on va aussi avoir l'enfant prodige, généralement dans des familles dysfonctionnelles avec un manipulateur ou une manipulatrice. L'enfant prodige, même s'il fait de la merde, même s'il est objectivement moins intelligent que peut-être d'autres enfants, on va le mettre sur un piédestal. C'est lui, tout ce qu'il fait, c'est génial, et donc du coup ça engendre énormément de jalousie. C'est aussi une technique de manipulation, diviser pour mieux régner, truc favori des manipulateurs. Donc généralement en plus les enfants se font la guéguerre entre eux à un moment pour avoir l'attention et on va dire la reconnaissance des parents. Et en fait, voilà, moi ma théorie là-dessus, c'est que je pense qu'en fait les manipulateurs et manipulatrices vont avoir tendance à transférer leurs épisodes presque schizophréniques ou bipolaires, qui sont en fait des visions qui sont complètement distendues de la réalité sur leurs enfants, ce qui fait que leurs enfants grandissent avec une vision d'eux-mêmes qui est complètement tronquée et qui n'est pas du tout en fait réelle. Tout est un espèce de gros mensonge, c'est un peu une grosse... ouais, tout est une mascarade quoi en fait. Donc voilà, ça va évidemment impacter, et c'est pire pour les enfants uniques, parce que les enfants uniques, généralement ces parents-là vont avoir tendance à un jour t'adorer, le lendemain t'es le vilain petit canard. Et en fait, c'est d'ailleurs ma petite théorie là-dessus, c'est que je pense que pas mal d'enfants uniques qui finissent à l'hôpital psychiatrique, en fait c'est parce qu'ils ont une psyché qui n'a pas été assez forte et qui n'a pas pu soutenir, qui n'a pas pu résister au fait de vivre avec un ou deux parents complètement cinglés en fait. Donc voilà. Alors le 5, hoovering.
Hoovering, l'aspirateur, ça veut dire tout simplement, apparemment c'est une marque qui était très connue d'aspirateur en Amérique, je crois. Donc ça c'est une technique de manipulation qui s'apparenterait un peu, on pourrait dire, à du chantage affectif. C'est-à-dire qu'en fait c'est le but de l'aspirateur, de la technique de l'aspirateur, c'est d'utiliser tout ce qui est en son pouvoir. Donc la manipulatrice ou le manipulateur utilise tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir reprendre le contrôle sur quelqu'un qui est en train de s'éloigner d'eux. Donc ça, ils peuvent utiliser tout un tas, dans tout un attirail, d'une palette de mensonges et presque de jeux de théâtre pour pouvoir essayer de te faire revenir, notamment dans les situations où une des personnes veut se séparer dans le couple par exemple. Ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent, même jusqu'à aller jusqu'au chantage, au suicide, ils sont capables de faire ça pour certains. Les femmes sont pas mal là-dedans aussi. Et donc ça, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont te menacer, te dire que c'est de ta faute, ils vont faire ça va être des fausses excuses pour pouvoir en fait te ramener à eux. Imagine vraiment l'aspirateur, c'est vraiment ça, pour que tu restes sous leur contrôle. Le terme numéro 6, c'est gaslighting. Alors ça, to gaslight, littéralement, je suis allée voir sur le dico, ça veut dire mener en bateau quelqu'un. Donc l'autre terme que je pourrais désigner, c'est le détournement cognitif. Donc ça va encore avec la dissonance cognitive, c'est relié en un sens. Donc le détournement cognitif, c'est un pattern, un schéma d'abus émotionnel, de façon d'abuser émotionnellement de quelqu'un qu'utilise un narcissique. En gros, c'est un petit peu du lavage de cerveau passif. Et ça vient en fait, initialement, son origine vient d'un film britannique dans les années 40 qui est sorti, qui s'appelait Gaslight, qui a été réalisé par Thorold Dickinson, et le film est lui-même basé d'une pièce de théâtre qui s'appelle Gaslight aussi, qui a été écrite par Patrick Hamilton. Et dans ce film en fait ça nous retrace un mari manipulateur qui essaie de faire passer sa femme pour folle pour pouvoir hériter, enfin pour pouvoir mettre la main sur une fortune cachée qu'elle possède en fait, mais qu'elle ne sait pas qu'elle possède, et en fait il veut la foutre en gros à l'HP pour pouvoir récupérer l'argent. Un truc que font aussi les manipulateurs et manipulatrices dans la vraie vie, hein. Donc le détournement cognitif, alors ça c'est tellement énorme qu'on se dit c'est pas possible, mais ça va être en fonction du degré de toxicité du manipulateur ou de la manipulatrice, ça va être un moyen de te faire douter encore une fois de ton sens de la réalité et de qui tu es et de ce que tu vis. C'est-à-dire que par exemple, l'exemple tout bête c'est qu'est-ce que j'ai utilisé dans la version anglaise? On va dire, voilà, le truc bateau. Le manipulateur ou la manipulatrice te dit, bon, rendez-vous 2 heures tel endroit aujourd'hui. Ok, donc tu dis ok. De là, tu te pointes au rendez-vous à 2 heures, t'attends une demi-heure, il n'y a personne, tu décides de partir. Et là, en rentrant, tu dis à la personne, mais on n'était pas censé se retrouver à 2 heures. Et là, il dit non, 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 c'était la semaine prochaine. Alors qu'en fait, il savait pertinemment que c'était 2 heures aujourd'hui, mais c'était juste pour te mener en bateau et avoir un ascendant, en fait, voir si son ascendant sur toi est assez fort. Donc ça peut paraître énorme, ou c'est des choses qui peuvent vraiment aller très loin. Et leur phrase favorite dans le genre, quand ce sont des choses qui sont émises verbalement, c'est j'ai jamais dit ça, mais j'ai jamais dit ça, mais j'ai jamais dit ça, oh mon Dieu. L'anthème national des manipulateurs, j'ai jamais dit ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont horreur des trucs par écrit, parce que ça laisse une trace écrite. Donc si tu dois communiquer avec des gens comme ça, je te conseille de toujours avoir des traces écrites. Et ils ne supportent pas être filmés. Généralement, ils ne supportent pas être filmés. Pire encore, si tu les enregistres à leur insu, alors là, attends-toi à une crise monstrueuse. Je te déconseille d'ailleurs de faire ça, à part si c'est pour à des fins légales, pour pouvoir voilà, avoir des preuves. Mais s'ils savent qu'ils sont en danger, que leur ego est en danger, et que leur façade est en danger, ils peuvent devenir très dangereux. Donc attention avec ça. Voilà, alors ensuite, alors la smear numéro 7, la smear campaign, campagne de dénigrement, assez facile, assez facilement traductible, assez aussi facile à comprendre. Alors ça vient à ce que je disais, c'est-à-dire que quand le narcissique, enfin la manipulatrice ou le manipulateur commence à comprendre, quel que soit le contexte, hein, professionnellement, familialement parlant, sentimentalement parlant, quand
ils commencent à sentir que non seulement tu leur échappes, mais que tu les vois pour qui ils sont et que tu vois le petit jeu qu'ils sont en train de jouer, là tu es sur la sellette clairement, parce que ils vont essayer d'éjecter tout ce qui pourrait atteindre à leur image d'eux-mêmes, surtout si c'est une image qui va être négative pour eux, vu que leur ego est surdimensionné, leur émotion quasiment inexistante et qu'ils ne vivent que à travers le regard des autres. Si tu les attaques sur ce point-là, c'est-à-dire leur image sociale, ils vont tout faire pour te dégommer. Vu qu'ils n'ont quasiment pas d'empathie, très peu d'émotions d'émotions qui soient on va dire bienveillantes, ils n'auront aucun remords et aucun scrupule à te faire les pires crasses et les pires coups des coups pendables pour arriver à leur fin. Leur truc favori, c'est d'attaquer l'image. Donc ils vont envoyer les singes volants, donc des gens pour avoir des infos, pour les retourner contre toi. Ils peuvent essayer de faire ça avec la famille, avec les amis, au travail. Ils vont essayer de faire ça avec les collègues, d'essayer de créer un espèce de putsch, de mutinerie contre toi. Ils vont aussi avoir aucun scrupule, c'est pour ça, on est en 2020 les gars, les meufs, les nude pics, comment tu dis ça, les selfies où tu te prends en photo à moitié à poil, ou même les gens qui font peut-être des trucs sur vidéo, des choses comme ça. Putain, on est en 2020, je comprends pas qui fait encore ça. Tu veux avoir des jolies photos de nu, tu vas chez un photographe professionnel, et puis tu fais attention et tu ne délivres pas ton intimité au premier ou à la première venue. Et ça, ils vont en abuser, ils vont pas hésiter à utiliser ce genre de recours pour vraiment. Le but, c'est de te traîner dans la boue. Donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour te traîner dans la boue, pour te piétiner, pour que eux puissent passer incognito au travers des mailles du filet, pour pas qu'on voit que c'est eux les abuseurs en fait. Hein. Donc ils vont vouloir te détruire en fait. Voilà, ils vont vouloir te détruire ou t'isoler s'ils veulent te garder sous leur contrôle. Regarde, t'as plus personne, t'es obligé de revenir vers moi. Ça va aussi être une technique de ce goût-là. Ils vont évidemment pas hésiter à mentir, à dire des choses fausses et à lancer des rumeurs à ton sujet. Donc sache que si tu veux quitter un manipulateur ou une manipulatrice, ou que tu es dans un cadre professionnel où tu as affaire à quelqu'un comme ça, il faut que tu te blindes. Il faut se préparer. Ils vont en faire des vertes et des pas mûres. Il faut se préparer au pire et avoir les épaules bien solides. Mais pour ça, il faut généralement déjà avoir une estime de soi un peu assez ancrée pour pas se laisser démonter par toutes les horreurs qu'ils pourraient raconter et la délation en fait qui va se jouer contre toi malheureusement. Ensuite, terme numéro 8, trauma bonding. Alors c'est aussi utilisé en français en tant que trauma bond. Donc simplement on pourrait traduire ça par liaison traumatique. Donc moi simplement ce que je dirais de ça, c'est que pour moi c'est une loyauté pathologique, vraiment pathologique à la personne abusive en fait, au manipulateur ou à la manipulatrice. Donc ça c'est relié au syndrome de Stockholm, qui est une version déjà plus lourde de ça, du trauma bond. C'est originaire en fait, le terme vient a été utilisé à partir démocratisé on va dire, à partir d'un braquage qui s'est produit en Suède en 1973, où certains des otages ont fini par soit vouloir défendre leur ravisseur, et même je crois se sont mariés, ont eu des enfants je crois avec les ravisseurs. Et le trauma bond, c'est un peu une version, c'est très similaire au syndrome de Stockholm, où en fait les victimes vont développer des sentiments très forts pour leur abuseur. Donc ça évidemment c'est terrible aussi pour les personnes qui grandissent avec des parents manipulateurs, puisque du coup vu que l'enfant va avoir une loyauté déjà familiale liée au fait que c'est pour sa propre survie qu'il a dû survivre, il a dû donc se mouler sur les besoins de ses parents, et qu'en plus de ça l'enfant va protéger le parent. C'est comme ça, même pour les enfants battus, la plupart du temps ils vont protéger leurs parents même s'ils se font battre. Donc c'est vraiment très puissant, et c'est un peu un lien qui relie la victime et le bourreau. Enfin, j'ai un peu utilisé ce terme, on va dire la cible, la personne ciblée et le manipulateur ou la manipulatrice. Et c'est un peu comme une drogue émotionnelle en fait. C'est-à-dire qu'avec le manipulateur, généralement les manipulateurs, au niveau sentimental, c'est toujours les montagnes russes. C'est jamais simple et calme, c'est toujours des pics de haut et de bas, ça monte et ça descend. D'ailleurs, ce qui est un indicateur généralement d'une relation qui n'est pas très équilibrée de base, hein. Et ça n'a pas de fin. Et en fait,
c'est qu'en fait les personnes qui vont se retrouver dans des situations comme ça et malheureusement qui vont y rester, il y a une vraie forme de codépendance. Je ferai un autre épisode à cet effet, mais en gros tu es émotionnellement, t'es pas addict à la personne, tu es addict à ce que la personne te fait ressentir et te fait vivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus délicat qu'il n'y paraît, et il faut vraiment voir ça comme quand on décide de quitter un manipulateur ou une manipulatrice. C'est vraiment, il faut voir ça comme un sevrage à une drogue, parce que c'est vraiment de cette façon que la dynamique fonctionne en fait dans la relation. Et pour les personnes qui ont été élevées par des gens manipulateurs, malheureusement, vu que ça a été leur mode, leur schéma de base, pour eux, malsain, c'est leur norme. Des relations qui ne sont pas saines et pas équilibrées, c'est leur norme. On est reparti, ça a coupé, j'avais plus d'espace dans la carte mémoire. Donc, je m'en étais arrêtée, je crois, oui. Donc, les personnes qui ont été élevées par un manipulateur ou une manipulatrice vont avoir tendance à répéter inconsciemment les mêmes schémas et à chercher des relations où en fait, bon, je vais un peu simplifier, mais on va vouloir sauver le parent, on va prendre un partenaire qui ressemble au parent qu'on n'a pas pu sauver, qui est le parent qui a été toxique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est des enfants qui vont grandir et qui vont être attirés par des relations qui sont généralement soit toxiques d'une manière ou d'une autre. Et en fait pour eux, vu que cinglé égale normal, les gens vraiment qui sont bienveillants et sains, tu vas les entendre généralement dire ça allait mais il me manquait quelque chose, tu vois, et je sais pas, ils sont un peu, je me suis un peu ennuyée. Et ça en fait c'est la traduction de il n'est pas assez ou elle n'est pas assez cinglée pour moi. Donc ça c'est un truc très spécifique aux personnes qui ont été élevées par des parents manipulateurs qui vont avoir tendance à aller dans des relations pas possibles, où ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman là, dont je vais parler plus tard là, après. Et pour les personnes qui sont dans des relations toxiques et qui ont du mal à s'en sortir et à s'en dépêtrer, notamment au niveau sentimental, ils vont sortir des phrases du genre « mais on a vécu tellement de choses ensemble, on est passé par tellement de trucs ensemble ». Et ça en fait c'est que ce qui va jouer là-dedans, c'est qu'ils ont tellement investi de temps et d'énergie qu'ils se disent ou elles se disent « si je sors de ça, j'ai tout perdu en fait ». Et ça voudrait aussi être, ça serait aussi ils seraient obligés de se remettre en question et de remettre en question leur choix. Et généralement, c'est tellement insoutenable pour une partie d'eux-mêmes, notamment leur partie égotique, qui vont préférer essayer de continuer à recoller les morceaux, même si c'est pas sain et pas équilibré en fait. Ok, le 9e terme, c'est la triangulation, donc aka, comment on dit, also known as, je sais pas, autrement appelé le triangle de Karpman. Donc ça c'est le triangle de Karpman, c'est été créé par Stephen Karpman en 1968 et c'est un triangle qui consiste en victime, bourreau, sauveur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un moyen qu'utilisent notamment les personnes toxiques pour pouvoir contrôler les gens en fait. Et généralement, ça inclut donc 3 personnes. C'est une communication indirecte, dynamique de communication indirecte et de comportement toxique qui inclut 3 personnes différentes. Ça peut aussi en inclure que 2 dans les relations notamment sentimentales ou au travail, hein, ça pourrait aussi parler de ça. Donc en fait ça, le narcissique, le manipulateur va utiliser ça pour garder le contrôle en fait, c'est-à-dire que il va se faire passer pour la victime, puis il va agir en tant que bourreau et ça va, vous allez en fait vous échanger les rôles et on n'en finit plus avec ces trucs là. C'est un peu la commedia dell'arte tous les jours et non seulement c'est fatigant mais en plus c'est un schéma de comportement destructif. Ça peut aussi impliquer, les manipulateurs aiment bien ça, justement la triangulation, te mettre en compétition avec quelqu'un d'autre ou flirter parfois voilà avec quelqu'un, inséminer, comment on dit, disséminer le doute en toi au travail, te mettre en compétition avec quelqu'un d'autre si c'est un patron qui fait ça. Enfin bon, c'est malsain, c'est pas bon. Et si tu as tendance toi à vouloir toujours essayer de sauver tout le monde, on retourne dans la codépendance, dans une des facettes de la codépendance que j'aborderai dans un autre épisode je pense, où en fait il faut sortir de cette dynamique qui n'en finit plus, où on veut sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés quoi, ou de soit vouloir plutôt oublier ses problèmes en essayant de sauver tout le monde et sans commencer par soi quoi.
Le 10e terme, c'est mirroring, donc miroitement. Je suis allée voir sur Google, apparemment ce mot existe. Donc c'est miroiter, c'est miroir, hein. Miroir, miroir, mon beau miroir. Donc ça, en fait, c'est une technique qu'adorent les manipulateurs et manipulatrices, notamment aux prémices, quand tu connais pas encore bien la personne, que ça soit dans le domaine pro ou perso. Ça va très bien d'ailleurs avec ce qu'on appelle le love bombing, que j'aurais pu mettre ici, qui est une manière que va utiliser la manipulatrice ou le manipulateur pour te séduire dans le cadre d'une relation sentimentale au début. Donc ça va être en gros la technique du miroir, c'est ils vont, pour être sous leur meilleur jour à tes yeux, ils vont adorer tout ce que tu aimes, ils vont se transformer en caméléon, parce que vu qu'ils n'ont en fait pas vraiment de vraie personnalité profonde et qu'ils ne sont pas du tout connectés avec leurs émotions et avec leurs ressentis, ils ont tendance à utiliser des masques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont avoir tendance, pour les plus cinglés, à utiliser les films comme point de référence pour avoir des émotions ou des réactions à certaines choses comme un acteur pourrait le faire. Il porte des masques en fait. Donc ça c'est aussi un moyen déjà de pouvoir être un caméléon et de pouvoir vraiment être assimilable dans une société et être, on va dire, dans une société qui est très normative. Donc ça va être un moyen pour eux de vraiment s'intégrer d'une certaine manière. Et en plus, s'ils ont un espèce comment on dit, hidden agenda, je vais éternuer. S'ils ont des motifs ultérieurs par rapport à quelqu'un, s'ils veulent se servir d'une personne, évidemment ils vont vouloir être sous leur meilleur jour et te charmer. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser la technique du miroir qui est très simple, c'est j'adore les pâtes, moi aussi j'adore les pâtes, je connais un super restaurant de pâtes, j'adore voyager, moi aussi j'adore voyager, je suis partie il y a 3 semaines au Pérou, je sais pas. Et ils vont aussi faire des trucs du genre, alors là c'est pour les plus cinglés, ça va dépendre de qui t'as en face. Il y en a qui mentent, ce sont ce qu'on appelle en anglais les overt narcissists. T'as overt, c'est ouvertement narcissique, et covert. Donc ça c'est couvert, c'est ceux qui vont pas être aussi visibles. C'est d'ailleurs les plus vicieux et vicieuses. Et donc ça, ils peuvent aller, alors pour prendre un exemple d'un narcissique, d'un manipulateur, ouvertement manipulateur, et qui va jamais revendiquer qu'il est manipulateur, attention qu'on se le dise, hein, mais qui va vraiment être dans le trop, le too much. C'est ceux qui sont des grandioses, qui ont une espèce pas de syndrome de toute puissance, mais voilà, qui sont dans une espèce de toute puissance, ou qui veulent tout le temps être dans cette dynamique là. Par exemple, tu vas leur dire moi j'adore faire du skate, j'adore faire du skate, bon je prends un exemple, voilà, je prends cet exemple là, où je sais pas, on va dire j'adore faire du tennis, j'adore jouer au tennis, et là il va te dire, ou elle va te dire, ah ouais moi aussi j'adore ça, quand j'étais jeune j'ai failli, j'ai suivi un entraînement, j'aurais pu devenir pro, j'ai commencé à passer les concours régionaux, mais je me suis cassé la cheville et du coup j'ai arrêté, j'ai jamais pu continuer, et tout ça c'est du mytho. Dans tout ça, la vérité c'est qu'ils ont fait 3 ou 4 fois dans leur vie du tennis, voilà, au centre aéré quand ils avaient 10 piges, et qu'ils te sortent tout un truc à côté. Donc ça c'est vraiment les plus dangereux, qui sont vraiment qui sont complètement cinglés, hein. L'autre terme qui est très... Alors ça c'est une technique que tu peux utiliser si tu dois communiquer entre gros guillemets avec un narcissique, un manipulateur ou une manipulatrice, c'est grey rock, qui veut littéralement dire pierre, donc une pierre grise. Donc, alors ça, c'est une tactique de non-réaction pour se protéger de toute forme on va dire, de toxicité que pourrait vouloir générer chez toi un manipulateur ou une manipulatrice. Donc, c'est aussi une technique qui peut être utilisée si tu peux pas vraiment couper littéralement les ponts avec eux, notamment dans des cas malheureusement de divorce où tu vas devoir te les bouffer jusqu'à ce que les enfants soient plus ou moins majeurs, hein. Et au travail, si vous êtes en procédure je sais pas, de licenciement, il y a un truc, hein, vous êtes en désaccord de manière légale et que le no contact ne peut pas être appliqué, là on va utiliser cette méthode là qui s'associe très bien avec la méthode que j'appelle du CD, comment on dit, scratch CD, du CD, comment on dit ça?
du CD qui bug, quoi, on va dire, j'y viendrai. Mais donc en gros, c'est une méthode, donc la pierre grise, la méthode du Grey Rock, qui va permettre de rester, d'être absolument non réactif à tout ce que pourrait dire le manipulateur ou la manipulatrice, et de pas, surtout, c'est une manière comme les manipulateurs se nourrissent des émotions et que c'est un peu des junkies à l'émotion aussi et qu'ils ont besoin de leur dose. Si tu ne réagis pas et que tu n'es pas intéressant, que tu es presque un peu robotique dans ta façon de te présenter, tu vas pas les intéresser, tu vas pas pouvoir leur donner leur nourriture, leur cam, quoi, on va dire. Donc du coup, ils vont avoir plus tendance à te laisser tranquille. S'ils essayent et que ça marche pas, de te titiller et que tu réagis pas, c'est la meilleure action. La non-réaction est la meilleure action possible avec ces gens-là. Donc ça veut dire voilà, être aussi intéressant et excitant qu'une pierre. Donc voilà, c'est vraiment être le plus imperméable possible à tout ce qu'il pourrait dire ou faire. Rester très très calme, le self-control est très important dans ces cas-là. Et ça veut aussi dire limiter les informations personnelles que tu pourrais donner, ne surtout pas dire des choses qui te tiennent à cœur. Par exemple, si c'est des gens que tu croises, il fait beau aujourd'hui, voilà, il fait beau aujourd'hui, et ça s'arrête là. Il ne faut surtout pas donner d'informations personnelles, ne surtout pas se livrer. Faire très attention aussi, parce que s'ils envoient des singes volants, donc les flying monkeys, pour avoir des informations sur toi, il faut vraiment faire attention à qui on donne des informations, notamment si c'est des informations personnelles qui te tiennent à cœur. Ne parle surtout pas de trucs qui te tiennent à cœur avec ces gens-là, surtout pas. Reste très neutre, ne parle pas de trucs qui comptent pour toi. Et la méthode du CD qui bug, là, comment on dit scratch CD, je sais pas, du CD qui bug, c'est de, en fait, se répéter. Tu vas te dire que tu es un peu un gogol ou une gogol en faisant ça, mais c'est une méthode qui est très efficace, testée et approuvée by yours truly. Tu vas te dire, bon, fais l'autiste. Par exemple, t'es sûr que tu peux pas venir ce jour-là pour faire ça? Non, je peux pas. Surtout ne pas se justifier, hein. Surtout. Alors le gros erreur numéro 1, c'est ne se justifie pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas. T'es sûr? Non, je peux pas. Et si tu veux te laisser un peu de répit, c'est ouais, je vais y réfléchir. Non, mais j'ai besoin de la réponse maintenant. Ouais, je vais y réfléchir. Non, mais j'ai besoin de la réponse maintenant. Ouais, j'ai réfléchi, je reviens vers toi. Et en fait, tu répètes, et à la fin, ils vont se lasser. Et la 12e que j'ai rajoutée, qui n'est pas dans la liste d'ailleurs des articles où je suis allée me sourcer une partie de mes infos, c'est ce que j'appelle la question qui tue. Alors si tu te poses cette question de manière répétitive, pour moi c'est que tu as signé ton arrêt de mort, c'est que tu es déjà bien attaqué et qu'il faut faire quelque chose assez rapidement. C'est qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? La question qui tue, est-ce que c'est de ma faute? Je crois que c'est celle-là. Est-ce que c'est de ma faute? Parce que ça veut dire que tu es arrivé à un point où tu doutes tellement de toi-même et que tu as perdu tellement ton sens de ta propre valeur que tu doutes de tout. Et en fait, si tu te retrouves dans ce que je dis, par exemple, le manipulateur ou la manipulatrice va arriver et tu vois qu'il tire la gueule ou qu'elle tire la gueule et tu te dis oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? Si tu te poses si tu as ce genre de réaction, c'est pas bon. C'est no bueno, je te le dis. Ça veut dire que tu as été complètement programmé pour douter et te culpabiliser alors que peut-être tu n'as absolument rien fait, que ça n'a absolument rien à voir avec toi, mais tu as en fait été programmé et presque, c'est comme un lavage de cerveau où tu as été programmé à prendre la responsabilité d'autrui, donc du manipulateur ou de la manipulatrice, sur tes propres épaules, ce qui n'est absolument pas normal dans le cours des choses normales avec des gens normaux. Donc voilà, si tu te dis oh, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, si t'as merdé, c'est bien de se poser la question, mais là je parle vraiment de quelque chose que tu te fais, que tu te répètes vraiment de manière soutenue et constante et sur la durée. Et si c'est toujours de ta faute dans l'histoire et que l'autre n'a jamais tort, là aussi, pour moi, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai parlé des principales caractéristiques là par rapport à ça. Donc je continuerai cette série, je pense. Ça fait déjà beaucoup. Donc je vais m'arrêter là. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à aller voir les ressources que je fournis, les livres dont je parle. Si tu ne te sens pas concerné mais que tu as l'impression que des gens autour de toi le sont, éduque-toi, essaye de faire passer le message. Et si tu te retrouves pleinement là-dedans, il faut se faire aider. Tu es
un junkie, hein, voilà, tu es un drogué, drogué émotionnellement à quelqu'un qui est abusif. Donc il faut se faire aider parce que tant que tu ne déjà accepteras pas le fait que tu es vraiment, c'est comme une drogue et que il faut que tu ailles, il faut faire une cure de désintox émotionnelle. Et généralement c'est là que vient le mot magique thérapie, avec un thérapeute qui est spécialisé dans le syndrome de stress post-traumatique et tout ce qui est de l'ordre du trauma et de la traumatologie émotionnelle. Je sais pas si j'invente un truc, mais en tout cas il faut que tu vois quelqu'un qui a des connaissances au niveau de ce qu'est les mécanismes de perversion narcissique et de manipulation, et de te faire aider évidemment le plus tôt le mieux, et de reprendre ton pouvoir personnel, de prendre ta part de responsabilité là-dedans, et de reprendre, ouais, vraiment c'est ça, le pouvoir personnel. Et pareil, si tu as été élevé par des gens où tu te retrouves là-dedans, il faut se faire aider parce que c'est quelque chose qui est vraiment implémenté, engrammé en toi dans les programmes du disque dur. Donc il faut agir. Voilà, bon, je m'arrête là, j'espère que ça pourra servir et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'ai d'autres donc dans cette série qui vont arriver, je les fais petit à petit au feeling. Donc voilà, ça c'était le message du jour. Bah écoute, je te laisse et je te dis à la prochaine.